Yo tout le monde, c'est Écouter, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir aujourd'hui d'une analyse complète de la prochaine extension Yu-Gi-Oh! Clash of Rebellion. La sneak peek aura lieu le week-end du 1er et 2 août 2015. Vous pouvez dès à présent voir à l'écran le tapis vue qui sera gagné ainsi que la carte promo qui vous sera offerte lors de votre participation. Moi personnellement je trouve que le tapis est pas mal. Par contre la carte, comme d'hab, c'est pas terrible quoi. Pour ma part je ferai ma sneak peek le 1er août au repère du dragon à 11h. Donc voilà, pour ceux qui font la sneak peek le même jour et à la même heure, dites-le en commentaire, histoire qu'on puisse se croiser. Voilà. Au sommaire de cette analyse, Duelist Genesis et moi-même vous parlerons très rapidement des nouveaux supports que contiendra l'extension. Nous vous parlerons également des nouveaux archétypes Ignite, Cosmo ainsi que Aromage. Et nous terminons par la présentation des cartes qui risquent de coter le plus dans cette extension et qui, je l'espère, vous obtiendrez lors de vos boosters de sneak peek. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que les noms des cartes cités dans cette vidéo ne sont pas officiels et qui peuvent changer. Mais bon, les noms, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu, le plus important c'est les effets qui eux sont bien officiels et bien réels. Et je tenais aussi à m'excuser par rapport à la qualité de certaines cartes. Donc voilà, c'est juste que les visuels des cartes ne sont pas encore sortis en TCG et que du coup c'est assez galère. Donc la quasi-totalité de toute façon des cartes seront en Jap, mais la qualité est meilleure. Donc voilà, sur ce, bonne vidéo. Cette extension va proposer du support pour de nombreux archétypes fun, sans être pour autant assez explosif pour leur faire quitter les tiers inférieurs. On peut penser aux Pot Artist, Samurai, Gem Knight, Diva de la musique et bien d'autres comme Raid Raptor ou encore Luchimal. Mais d'autres supports ont attiré notre attention, notamment ceux de l'archétype Red Eyes qui feront plaisir à tous les fans et permettront au deck de devenir un peu plus fort que les autres decks cités précédemment, sans pour autant le rendre vraiment compétitif. À côté de ces nouveaux supports, l'extension va proposer de nouveaux archétypes. Le premier étant Cosmo, qui est un archétype TCG qui remplace le Burning Abyss. Un archétype qui fait très bonne impression dès la première parution, puisqu'il va proposer dès ses premières cartes énormément de consistance et d'effets assez efficaces pour faciliter le placement de monstres de la catégorie des boss monsters qui sauront, je pense, lutter face au prochain metagame. Donc tout d'abord la magie de terrain s'inscrit tout comme la Farm Girl dans une optique de consistance, puisque le terrain va vous permettre de récupérer des bannis, de vous refaire une main, ou alors même de pouvoir un petit peu float la game avec son effet lorsqu'elle touche le cimetière, tandis que la Farm Girl, invocable spécialement par téléport et pouvant être boostée en termes d'attaque avec un Honest, va vous permettre à la fois de tutoriser et d'invoquer spécialement un monstre de haut niveau, donc un de ces boss monsters depuis votre main, de par son bannissement qui va du coup très bien marcher en combo avec le terrain qui permettra de la récupérer. Donc déjà ces deux cartes marchent très bien ensemble pour donner une véritable stabilité au deck, tandis que les boss monsters qui sont pour l'instant au nombre de 2 vont ou gérer les MP adverses ou alors faire en sorte que ces dernières qui ciblent ne soient tout simplement d'aucune efficacité face à vos monstres. Le ciblage étant probablement la prochaine crainte au niveau du metagame qui sera probablement de nouveau défini lors du mois d'octobre suivant. Donc vraiment Cosmo commence très fort avec de nouvelles cartes qui probablement seront vouées à un avenir très radieux.
L'archétype Ignite fera sa toute première apparition dans Clash of Rebellion. Ce deck est uniquement basé sur des monstres guerriers d'attribut feu. A l'exception de Ignite Avenger et Ignite Stinger qui sont des monstres à effet de niveau 7 et 8, le deck Ignite sera composé de monstres pendules normaux avec des scales de 2 ou de 7. Le deck a pour but de renvoyer des cartes magie ou pièges ou monstres sur le terrain de l'adversaire en dessous de son deck par les effets des deux gros monstres du deck, à savoir Ignite Avenger et Ignite Stinger qui ont la particularité de pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main en détruisant 3 cartes Ignite. Et j'insiste bien sur le fait qu'il faut 3 cartes et non 3 monstres car le deck est également composé d'une magie terrain et d'une piège continue qui pourrait être sacrifiée justement pour invoquer ces deux monstres. D'ailleurs cette magie terrain est très intéressante car en détruisant une carte Ignite sur le terrain, elle permet d'aller tuto une autre depuis le deck en plus de faire gagner 300 points d'attaque et de défense au Ignite sur le terrain. Il faut aussi savoir que tous les monstres pendules normaux Ignite ont le même effet dans la zone pendule qui est de pouvoir se détruire eux-mêmes et une carte dans l'autre zone pendule pour aller tuto un monstre guerrier d'attribut feu depuis le deck ou le cimetière. Donc vous l'aurez compris, cet effet sera généralement utilisé pour recycler nos gros monstres qui auront été envoyés au cimetière. Et je vais clore cette présentation du deck Ignite en vous parlant de la synchro Ignister Prominence qui peut être invoquée très facilement dans le deck avec un Ignite de niveau 4 et un Dracoslayer Luster Pendulum qui est un teneur de niveau 4 également. Cette synchro a pour effet de détruire un monstre pendule sur le terrain ou une carte dans la zone pendule et si elle le fait, de mélanger une carte sur le terrain dans le deck de son propriétaire. Et son autre effet, toujours une fois par tour, est d'invoquer spécialement depuis le deck un Dracoslayer qui ne pourra cette fois-ci pas être utilisé comme matériel Xyz. Donc en gros, pour résumer, Ignite c'est un peu comme un Clifford, mais en beaucoup moins fort et je doute qu'il fasse beaucoup de résultats de plus. Il doit jouer la synchro Ignister Prominence qui risque de côté. Donc personnellement, je ne pense pas que ce soit nul comme deck, mais c'est pas non plus exceptionnel quoi. Franchement, voilà quoi. En plus, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui surestiment le deck avant même sa sortie. Mais pour l'avoir vu à l'œuvre dans certaines vidéos, je peux vous dire que c'est pas terrible. Donc voilà pour ce qui est de mon avis personnel par rapport au deck Ignite. Nous allons maintenant parler de l'archétype Arrow Mage qui sont des monstres à effet de type plante et qui ont deux types d'effets en commun. L'un s'active quand le contrôleur a plus de points de vie que son adversaire et l'autre s'active quand le contrôleur a gagné des points de vie. Clash of Rebellion nous offre 4 monstres de ce nouvel archétype. Nous avons tout d'abord Jasmine qui a pour effet de faire une normal summon supplémentaire d'un monstre de type plante, excepté notre Jasmine, et cet effet ne peut s'activer uniquement si le contrôleur a plus de points de vie que son adversaire. Son second effet est de piocher une carte si le contrôleur gagne des points de vie. Nous avons ensuite Kananga qui fait perdre 500 points d'attaque et de défense au monstre adverse, toujours si l'on a plus de points de vie que ce dernier. Son second effet est de renvoyer une carte magie ou piège sur le terrain de notre adversaire dans sa main si on a gagné des points de vie. Il y a également Rosemary qui protège le monstre durant une attaque en empêchant l'activation des effets de monstres adverses durant la damage step, et ce uniquement si le contrôleur possède plus de points de vie que l'adversaire. Son second effet est de pouvoir changer la position d'un monstre adverse si le contrôleur a gagné des points de vie. Et enfin, nous allons terminer avec Bergamo, qui est un monstre à sacrifice et qui inflige des dommages perçants si on a un nombre de points de vie supérieur à l'adversaire. Son deuxième effet lui fait gagner 1000 points d'attaque et de défense si on a gagné des points de vie. Vous l'aurez compris, pour jouer ce deck, il faudra également y instaurer diverses cartes faisant gagner des points de vie afin de bénéficier des effets de vos monstres. Donc voilà, selon moi ce deck est plus basé sur un esprit fun qu'un esprit compétitif. D'ailleurs c'est pour ça qu'il ne coûtera pas très cher selon moi, ce qui est un très bon point. Et donc voilà. Nous en avons donc maintenant fini avec la présentation des nouveaux archétypes de Clash of Rebellion. Et nous allons maintenant passer à la présentation des nouvelles cartes qui risquent de côté. Tout d'abord, on a Ignister Prominence qui est un peu le nouveau Scrap Dragon pour tout deck pendule et qui devra sortir en ultra rare. Pour l'instant, il va surtout être joué dans Ignite,
mais dans le futur il pourrait être joué dans de nombreux autres decks pendules. D'ailleurs, la carte Dracoslay devrait également être une carte à ses côtés, car elle peut s'invoquer par Ignister et sera jouée également dans de nombreux decks pendules. Mon coup de cœur est consacré à la excentrique Archiend. Dieu a envoyé Jésus sur Terre, puisqu'il s'agit d'un monstre de type démon, de niveau 3, d'attribut lumière, également pendule et possédant un effet en tant que monstre à effet. Alors cette carte est tout simplement fantastique puisque déjà, bon, dans un style de jeu, elle peut très bien se combiner avec Tourguide puisqu'elle est démon de niveau 3, qu'elle est aussi attribut lumière. Donc si le Tourguide et elle vont au cimetière, vous avez déjà de quoi faire pour un futur BLS. Mais là où sa véritable force peut être exploitée, c'est qu'il s'agit de monstre pendule qui, lorsqu'il est dans une pendule, peut se détruire pour détruire une carte magie ou piège adverse. Donc du coup, vous ne serez pas encombré par cette carte en pendule, vu qu'elle se suicidera pour détruire une magie ou piège adverse, pour après la réinvoquer en tant que monstre sur le terrain par l'invocation pendule, et à ce moment précis, elle pourra faire un effet similaire à la troupe des exilés, donc vous la sacrifiez pour détruire un monstre. Et en la sacrifiant, elle retournera une nouvelle fois sur le dessus de l'extra deck, sachant que son invocation pendule sera très facile à faire du fait qu'elle est un bas niveau, niveau 3, donc assez commun à faire pour toute invocation pendule. Et enfin, dernière force de la carte, c'est sa scale, puisque bien qu'elle pourrait peut-être paraître comme assez encombrante en zone pendule pour certains decks qui sont basés sur certains archétypes, et bien il faut savoir quand même que sa scale est de 7, donc vous n'êtes pas dans l'obligation de suite à détruire pour faire l'effet, puisque vous avez une scale assez élevée. Donc il s'agit vraiment d'une carte incroyable parce que bien que ses effets en individuel ne soient pas si forts que ça, détruire une MP, détruire un monstre, franchement on a vu bien mieux comme effet, mais elle reste très forte parce qu'elle ouvre en fait énormément d'options de jeu différentes. C'est pourquoi cette carte sera probablement pour moi la money card de l'extension. La seconde carte pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, c'est la Cosmo Farm Girl, qui est tout simplement le pivot du deck, puisqu'elle permet à la fois de tutoriser et de spé un des boss monsters du deck, sachant qu'il s'agit d'un monstre psychique de niveau 3. Vous pouvez l'invoquer en battle phase avec l'aide d'un téléporteur d'urgence. Donc si l'adversaire ne s'y attend pas, vous attaquez durant la battle, vous détruisez ces monstres, bam, téléporteur d'urgence depuis votre main, vous invoquez la Farm Girl, vous attaquez, vous faites des dommages, vous tutorisez le boss monster, il fait de la Farm Girl, vous la bannissez depuis votre terrain pour invoquer le boss monster, toujours en battle, boum, vous réattaquez. Donc une option de jeu très forte, que ce soit pour la tutorisation ou pour l'aspect agressif. Je pense que c'est pour ça que Konami a voulu la mettre en ultra rare, et je comprends très bien ce choix parce que cette carte sera vraiment le pivot du deck Cosmo. Du coup, elle risque de coter pas mal. Ensuite, il y a la carte il y a les cartes pour l'Infernoid. Donc il y a Decathlon et Void Dream. Void Dream, c'est une magie qui sera sûrement jouée dans Infernoid. Et Decathlon, c'est un monstre qui est également joué dans Infernoid. Et quand on voit la cote actuelle de Armadic, Decathlon peut également coter, allez, je veux dire 15 € voire plus. Enfin, ça peut vraiment coter. Enfin, après, si c'est une foil, hein, si c'est une commune, une rare, bien évidemment, ça cotera pas autant. Et si c'est une ultra, ça peut coter quand même pas mal. Idem pour Void Dream. Donc voilà. Ensuite, on a aussi Wrongful Arrest. C'est un petit peu comment ça s'appelle déjà, comme une charade
une Shared Ride, mais en mieux. Donc Wong Full Arrest, ça peut aussi coter pas mal. C'est une carte qui est, si vous la topez dans vos boosters, franchement c'est sympa. Et il y a aussi la nouvelle force de miroir, qui cette fois-ci ne détruit pas les monstres, mais les renvoie en main. Donc voilà. Oui. D'ailleurs, juste pour petite précision, il me semble que la nouvelle Mistake, pour seulement un tour, la Wrongful Arrest, serait, il me semble, déjà confirmée en secrète rare, mais je ne suis pas certain, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Les spoilers, normalement je pense sur le net, pourraient donner l'information, mais c'est à vérifier. Ok, ça marche. Donc, du coup, pour résumer, les cartes, si vous topez l'une des cartes suivantes dans le booster de Sneak Peek, honnêtement, vous êtes vraiment bien. Vous avez de quoi avoir une belle première page, en tout cas, sur votre binder. Donc, déjà, une histoire prominence, qui est une très bonne carte qui reste de côté pas mal. On a également Cosmo Farm Girl, qui est la carte à avoir absolument pour tous ceux qui veulent jouer Cosmo. Et même si vous voulez pas jouer Cosmo, si vous l'avez, c'est vraiment une carte qui reste de côté. Si elle est une ultra, honnêtement, je pense qu'elle doit coter 25-30 minimum. Et surtout, la carte qui cotera selon moi, et aussi sûrement selon du Genesis le plus, c'est bien évidemment Eccentric Arcane, qui est vraiment la carte. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure carte qui est sortie cette année. Ah, la Mistake, le Wrongful Arrest, s'il sort bel et bien en secrète, un Mistake qui n'est pas permanent et qui peut assez embêter au niveau des plays l'adversaire sur un tour, peut être aussi très cher, mais bon, après on va pas chipoter à dire ah ouais, la Wrongful Arrest c'est en fait à 40 alors que l'Arcane est à 35. On va pas chipoter pour 5 € près, mais effectivement ce top correspond bien aux cartes qui en termes de prix seront le plus élevés lors de la prochaine extension. Donc voilà, pour résumer une dernière fois, Inmixtor Prominence, Eccentric Arcane, Cosmo Farm Girl et Wrongful Arrest. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin, donc on va juste faire une petite conclusion. Donc je vais commencer. Personnellement, je trouve que l'extension Clash of Rebellion est pas mal du tout. En tout cas, c'est la meilleure de l'année. Après Secret of Eternity qui était naze et Cross qui était pas mal. On peut dire que Clash of Rebellion est la meilleure de l'année. Par contre, elle n'aura pas autant d'impact qu'a eu l'Alliance des Duelistes. Voilà, l'Alliance des Duelistes c'était le premier booster de la saison l'an dernier. Et il a quand même apporté 3 decks méta, à savoir Satel, Béa et Shadow. Or là, on n'a pas vraiment de deck méta, par contre on a pas mal de cartes qui vont coter pas mal et qui sont assez fortes. Mais en termes de nouveaux decks, à part Cosmo, honnêtement, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, le Clash of Rebellion c'est pas mal du tout. C'est le meilleur booster de l'année, mais si on compare à l'année dernière avec l'Alliance des Duelistes, l'Alliance des Duelistes était quand même meilleur. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses toi, Ulysse Genesis? Je pense que cette extension est en fait une extension d'amorce, puisque Cosmo commence très bien son entrée en scène. Nous voyons aussi que certaines cartes comme le Trick Clown en Intermage sort enfin chez nous, donc c'est aussi peut-être une future amorce pour de prochains decks Clown Blade. Et enfin, même si ce deck me répugne au plus haut point, Ignite va probablement continuer à l'avenir à se développer. Donc c'est vrai que même si cette extension sur le coup ne nous propose pas de deck déjà tout prêt pour être présent dans la metagame, il nous amorce différentes pistes de decks qui, selon leur avenir, pourraient peut-être ou non changer
le metagame ou la future metagame qui sera bouleversée ou non selon la banlist de octobre prochain. Voilà, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre la suite de mes vidéos, et à vous abonner également à la chaîne de Duel Genesis. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez aussi pas à commenter cette vidéo en réagissant par rapport aux archétypes qu'on a présentés, aux monicards aussi qu'on a présentés. Donc voilà, surtout réagissez dans les commentaires, dites-nous vos avis, etc. Voilà, sur ce, je pense que on fera... c'est devenu une habitude de toute façon de faire des vidéos comme celle-ci, c'est-à-dire des présentations de nouvelles extensions. On en fera sûrement une pour la prochaine extension qui sera Dimension of Chaos, qui sera également une extension très importante pour la saison actuelle. Oh oui. Et du coup, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Bye YouTube. Ciao ciao.